À votre avis, comment se porte le manga français? Vous souhaitez plus que tout devenir mangaka, mais ça semble très compliqué de s'épanouir dans ce milieu. Il y a des auteurs pros qui s'en sortent relativement bien, mais ils ne se comptent que sur les doigts d'une main. Ce n'est pas du tout représentatif. Je m'appelle Reinhardt, je suis artiste pro français qui vit au Japon depuis 10 ans. Je vais puiser dans mes expériences dans ces deux pays pour vous compiler cette vidéo qui me tient vraiment à cœur, puisqu'elle concerne tous les artistes français qui veulent faire du manga en parcours de maison d'édition ou en autopublication. Et puis les éditeurs aussi, s'ils sont assez ouverts aux idées. Salut à tous, bienvenue pour cet épisode de Profession Mangaka. Aujourd'hui, on part sur un gros dossier. Comment améliorer le manga français? On va essayer de couvrir toutes les étapes dans le cheminement de la formation-apprentissage jusqu'à la publication du manga, enfin même jusqu'au suivi qui s'ensuit. Je vais d'ailleurs commencer par la fin et on va remonter le parcours pour vous amener vers un problème majeur. En premier, les problèmes quand le tome relié est sorti. Ce point concerne aussi l'auto-édition. La promotion de l'artiste avant la sortie de son manga et après. Les méthodes de travail du côté du mangaka. On va aussi parler de la prépublication. Ensuite, du côté des éditeurs vis-à-vis du public, donc pas du public cible. Est-ce qu'on devrait changer au niveau de l'étape du contrat d'édition? Aussi, le dossier d'édition, tant qu'à faire, c'est complètement à revoir. La formation et le suivi des artistes, ainsi que le milieu amateur indépendant. Une chose assez importante à dire avant de se lancer dedans, je ne suis pas là pour dire que le manga français c'était pas bien, ni que les éditeurs sont nuls. Je pense qu'il y a un contexte culturel dans l'édition-publication, la BD franco-belge qui est fortement ancrée en France, et parmi laquelle on a voulu insérer le manga. Pour importer du manga japonais, ce n'était pas un problème au début, enfin si, avec le sens de lecture. Sauf que quand les éditeurs ont commencé à se lancer dans la publication de manga, ils se sont mis à utiliser l'écosystème de la BD franco-belge déjà existante, avec le système de dossier d'édition, etc. Les artistes se sont mis à imiter, sans vraiment connaître le fond et la culture de ce média, et beaucoup de préjugés se sont en plus ancrés sur les méthodes de travail au Japon des mangaka. L'état actuel des choses est bien plus catastrophique qu'on ne le pense. Si vous pensez que tout va bien, écoutez au moins ce que j'ai à dire et on pourra en débattre après calmement. Si vous prenez mal ce que je dis, c'est peut-être justement que ça prouve qu'on a un réel problème et qu'il serait temps d'ouvrir les yeux. Dans tout ce qui va suivre, ça va être des constats personnels ou factuels. Dans ma carrière, j'ai beaucoup voyagé dans le cadre de mon statut d'artiste pro, mon expérience en France, au Japon et même aux États-Unis. Parce que oui, en France, deuxième pays consommateur de manga, c'est bien, mais en termes de communauté artistique et de niveau professionnel dans le milieu animé manga, on est loin derrière les US et à des années-lumière du Japon. Ces trois pays fonctionnent différemment, donc il serait judicieux de comparer et d'en tirer de bonnes leçons. Je rajoute aussi l'Espagne parce que c'est assez intéressant ce qu'ils font. À l'époque où je participais à des conventions en France, je me souvenais surtout d'une atmosphère pesante du côté des artistes, entre les artistes. On galère dedans, mais lorsqu'on participe à une convention où tout se passe bien et que les ventes sont bonnes, l'ambiance change vraiment radicalement et on voit beaucoup plus de sourires. Quand ce n'est pas le cas, on ne se remet jamais en question et on essaye de trouver une cause extérieure, un bouc émissaire. Moi, je pars de ce principe-là. Je veux que chacun y trouve son compte, que devenir mangaka ne soit plus un rêve, mais un objectif réalisable et viable. Montrer au public qu'il y a de la cohésion et de l'entente entre les artistes, c'est bien plus entraînant que du Dramaland. Vous verrez, croyez-moi qu'on arrivera à tous s'entendre. Commençons. Alors, quand les mangas est sorti, distribué, on a deux types de maisons d'édition. Ankama, qui a un modèle transmédia, comme ils produisent à la base du jeu vidéo, des animés, des jeux de société et des produits dérivés. Ils ont la structure pour apporter des goods aux mangas qu'ils éditent. Je sais pas par contre quel pourcentage touche leurs artistes sur leurs produits qui les concernent. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque où Maliki était édité chez eux, l'auteur Souillon était étouffé par eux, avec des tirages ridicules de leurs BD qui se vendaient bien, où il était compliqué pour des raisons inconnues pour l'auteur d'avoir des tirages suffisants pour les fans.
Aussi, pour des produits dérivés, c'était compliqué parce que il y avait des tonnes d'intermédiaires qui prenaient chacun une part du gâteau, réduisant considérablement la part pour l'artiste. En tout cas, ils se sont jamais autant épanouis en partant en auto-édition, et j'en suis vraiment très content pour lui et Becky. Je ne sais pas si ce même système est appliqué aussi pour les auteurs de manga actuels. Il y a le point positif de faire du merchandising pour apporter du revenu supplémentaire, mais à l'artiste. L'éditeur aussi, bien sûr, mais ne faites pas en sorte que l'auteur n'en touche que des miettes. Au Japon, dans le cadre des conventions comme le Comiket et autres, il y a une règle où les produits fan art sont autorisés si c'est au format doujinshi, c'est au format livre amateur, et que les goods soient seulement en accompagnement gratuit, en pack. On considère que lorsque l'on vend des produits dérivés, on entre dans une phase de recherche de bénéfices. Donc vous comprenez que cette logique devrait se tenir aussi en France. Faire des goodies, c'est censé rapporter de l'argent. J'ai commencé par Ankama parce qu'apparemment, ce sont les seuls qui produisent des produits dérivés, contrairement à l'autre type de maison d'édition. Cet autre type d'éditeur, c'est Kana, Pika, Glénat, Delcourt, Kiun. Je cite que ceux qui publient des auteurs français. Il faut savoir que dans ce milieu d'importateurs de mangas japonais, ils ont généralement que des droits de diffusion, de publier des mangas en français, mais pas le droit de commercialiser des produits dérivés, parce que ça nécessite de contrats supplémentaires avec un département marketing des éditeurs japonais. Ils ont donc l'habitude de ne proposer que ce dont ils ont le droit, des produits promotionnels qu'on offre à l'achat de tomes de certains mangas. On trouve plus ou moins ce schéma pour les mangas français, puisque apparemment on ne trouve aucune info sur des produits dérivés en vente, seulement ce qui est distribué par exemple à Japan Expo. Vous me direz, ils n'ont pas la structure marketing, boutique en ligne. Ils ont pourtant l'expérience de production des produits promotionnels, donc ils savent très bien comment et où en produire. Et j'en sais quelque chose, puisqu'il m'est déjà arrivé via mes activités au Japon, Nyan Fire pour ceux qui connaissent, d'aider des éditeurs de mangas français à en produire pour eux. Bon, ça reste juste un point, mais dans cette partie, il y a aussi l'aspect promotionnel sur les réseaux sociaux et en IRL, en convention quoi. Vous savez assez bien, produire un manga, ça coûte bien plus cher qu'acheter une licence de manga japonais. Sauf pour les gros titres où ils doivent s'engager à mettre du budget dans la com. Donc raison de plus pour faire tout ce qu'on peut pour les vendre. Je vais reparler des mangas japonais en France parce que j'ai l'impression que ça marque les éditeurs. Vous savez, on trouve peu d'aperçus au niveau promotionnel sur le contenu des mangas parce que pour chaque planche que l'éditeur veut utiliser sur ses réseaux sociaux, il doit demander l'autorisation des ayants droit. Négocier avec l'administratif japonais, c'est lourd. Ça peut se comprendre, mais si on ne met pas en place un système efficace pour ça, eh bien on laisse tomber. Qu'est-ce qu'il reste du coup? On voit surtout des couvertures et des synopsis, puisque la plupart du temps, les éditeurs comptent sur de la popularité préétablie des titres japonais et des visuels. Le sésame étant de publier un manga qui a son adaptation en animé qui soit de qualité. En tout cas, il y a de nombreuses idées de produits accessibles à prix intéressant pour de petites quantités, sans prendre trop de risques. Moi, je suis aussi spécialisé dans ce domaine avec de la production, impression au Japon et en Chine, où j'ai mes propres agents. Donc les éditeurs peuvent aussi me contacter directement en cas de besoin à ce niveau-là. J'ai déjà travaillé avec des éditeurs de manga en France pour faire imprimer quelques produits pour Japan Expo. Alors la promotion de l'artiste et de son œuvre. Et donc qu'est-ce qu'il se passe quand un manga français sort? On n'en voit qu'une couverture. Je parle bien au niveau promotionnel marketing, comme on peut trouver des extraits, mais il faut aller les chercher soi-même. Et que pense quelqu'un qui ne connaît pas le projet? C'est quoi ça? J'en ai pas entendu parler. Vous voyez, il va chercher un synopsis qui est très souvent lourd à lire selon moi. Donc j'ai aussi cette expérience avec les conventions où on se retrouve confronté à un public qui nous connaît pas, qui voit les couvertures et se pose des questions. Mais bon,
par rapport au système français, le problème que j'ai avec ça, le fait qu'on ne montre qu'une couverture et qu'il y a un synopsis qu'il faut aller chercher, c'est qu'un artiste s'embête à faire un dossier d'édition, à rédiger un pitch. Un pitch, vous savez, ce truc qu'on utilise pour convaincre un éditeur sur la viabilité de votre projet manga. Sur le système d'un dossier d'édition, c'est ce qui est censé être déterminant pour mettre en avant votre manga. Alors pourquoi on n'utilise pas un pitch pour convaincre les lecteurs? Je le rappelle, hein, c'est une phrase d'accroche qu'on utilise pour parler des points forts de votre projet, qui peut être différent d'un synopsis. Ce n'est pas censé être un résumé d'un synopsis. Regardez ces exemples au Japon. Je vous parlais, il n'y a pas si longtemps, d'Isekai, sur leur modèle économique. Vous voyez, c'est visuel et dites-moi que ça ne donne pas envie d'acheter. Je vous donne un exemple de com efficace et très parlant. Un manga du nom de Grim Connect, avec un sous-titre Akatsukin no Sho, l'arc du petit chaperon rouge. Que là, on parle des contes de Grimm. Là, c'est écrit contes de fées, dark fantasy, boucle temporelle. Donc, on marque tout de suite les thèmes. Déjà, rien que ça attise la curiosité. Les gens voient de quoi ça parle un minimum. Ensuite, traverse un univers de contes qui ont sombré dans la folie avec le pouvoir du retour après la mort. Hiru, un garçon qui vivait dans un centre pour mineurs, se retrouve entraîné dans le monde du petit chaperon rouge déformé par une sorcière. À force d'échecs et de morts répétées, il arrivera à changer le destin de ce monde pour qu'il reprenne sa véritable forme. Donc là, rien que l'énonciation des thèmes principaux est assez parlant. Donc vous avez des mots-clés et les thèmes. Vous avez un résumé qui est vraiment assez court et assez parlant. Un autre exemple, hein. Alors, Meikyu Kuso Tawake peut se traduire par quelque chose comme la bande d'abrutis du labyrinthe. Sur le texte du post, ça vante la visibilité du web manga avec 60 millions de vues cumulées. Mais là, vous avez un titre efficace puisqu'il constitue en lui-même le pitch. Vous devinez facilement que c'est de la fantaisie d'exploration, de donjons, labyrinthe, avec un groupe d'aventuriers pas doués sur un ton de comédie. Alors, regardez celui-là. Bon, le titre Fugu no Henkyo Ryoshu wa Okoku ni sutarareta node ryu to tomo ni dokuritsu muso suru, qui se traduit par le seigneur frontalier malchanceux, abandonné par le royaume, prend son indépendance avec les dragons et devient invincible. Pareil, bon, après là, on est dans l'absurde des noms typés light novel à rallonge. Mais même si ce n'était pas le cas, ça aurait été au moins le pitch présenté. Vous voyez ce que je veux dire? On ne vend pas un manga en cultivant le mystère. En mettant en évidence les points forts de votre manga et le thème, vous allez trouver plus facilement des lecteurs qui seront déjà en partie convaincus. Comme un prof que j'aimais bien à la fac qui disait souvent le poids des mots, le choc des photos. Une expression française issue du milieu du journalisme. Et bien sûr, à côté de ça, les éditeurs n'ont pas de problème de procédure avec l'auteur pour montrer des planches pour la promo. Quand on ne fait pas ça, ça donne l'impression qu'on veut tromper le public, les lecteurs, avec la couverture, mais que le contenu n'est en fait pas si intéressant. Est-ce vraiment de la négligence ou est-ce que les éditeurs ont si peu confiance en leurs artistes? Je parle de la com du côté des éditeurs. Parce que pour voir des aperçus de planches, il faut aller sur les pages des articles. Vous voyez tout ce qu'on peut dire déjà rien qu'avec ces deux points-là. Donc abonnez-vous à ma chaîne. L'un de mes objectifs est vraiment d'aider à améliorer ce milieu du manga français. Parce qu'on aura tous à y gagner. Regardez mes premières vidéos aussi. Vous verrez que c'est l'un des buts de ma chaîne. Aussi pour cette partie sur la promotion des artistes, on remarque que généralement les artistes doivent faire eux-mêmes la pub pour leur manga, en dehors des annonces officielles. Genre, vas-y maintenant, t'as ton manga, débrouille-toi tout seul. Aussi parce qu'on est toujours sur ce vieux schéma issu de la BD franco-belge, où participer à de nombreux salons pour des dédicaces fait partie du métier. Ce n'est pas comme si pour chaque manga japonais, on voyait les auteurs en France en dédicace chez des libraires. Bien sûr, ça se fait occasionnellement lors de grands coups de com', Japan Expo ou autres grands salons, comme le Salon du Livre Paris. Mais si l'éditeur faisait son boulot de ce côté-là, les artistes n'auraient peut-être pas à faire ça eux-mêmes. Je sais, c'est toujours sympa de rencontrer un artiste, d'avoir ses dédicaces, etc. Mais comprenez aussi que ça prend énormément de temps sur leur temps de travail. Il reste toujours les grands événements pour les dédicaces.
c'est toujours bien aussi pour l'ego des auteurs. Enfin, bien et pas bien. Parce qu'il est facile de prendre la grosse tête et que ça engendre des choses moins cool. Ça, c'est autre chose, hein. Tout le monde n'est pas comme ça. Respect à l'artiste Just Louis, qui est édité chez Glénat, mais aussi en autopublication pour son manga Red Flower. Il fait un travail monstrueux, je trouve, de ce côté-là, de présence sur toute la France par lui-même. Ça contribue à augmenter les ventes, mais c'est aussi très fatigant et très dur d'avancer sur ces projets en même temps. En parlant de Japan Expo, les éditeurs voient cet événement comme un moment clé pour le lancement d'un manga français, avec pour certains artistes de beaux espaces de dédicace. Bon, pour d'autres, c'est juste un PLV roll-up avec l'affiche du manga derrière l'auteur. Soit dit en passant, les affiches, pareil que sur les réseaux sociaux, pas de synopsis, on a juste un visuel qui ne donne aucune info sur le contenu. On continue de cultiver le mystère. Mais par rapport à tout ce que j'ai dit avant, ils misent beaucoup sur Japan Expo, dans lequel on peut plus facilement convaincre un public jeune qui peut être plus facile à convaincre. C'est bien sûr le lieu où il y a le plus de gens qui viendront pour les dédicaces, à défaut d'en avoir créé autrement. Le problème avec Japan Expo pour un auteur, c'est que s'il ne finit pas son premier manga à temps, certains auteurs se retrouvent à attendre 1 an pour la prochaine édition pour le lancement de leur manga. Et on réfléchit comme ça toujours parce qu'on n'a rien d'efficace en com sur les réseaux sociaux. On dépend beaucoup trop de cette date. Mais surtout pour les lancements. Enfin, il y a YouTube avec des influenceurs manga maintenant, mais est-ce qu'ils le font beaucoup pour du manga français? Le travail avec le mangaka français. Je l'ai déjà mentionné sur une vidéo, mais en France, on a un réel problème avec ça. On a l'image de grands mangaka japonais qui sont devenus très connus à la force de leurs doigts et de leurs plumes. Tout seuls. L'éditeur et le tanto, ce sont limite des obstacles pour eux. Alors les stars, ça a toujours fait rêver. Et la grosse erreur, c'est déjà de penser que ça se passe comme ça. Et de surtout reproduire un schéma qui n'existe pas vraiment. J'en ai parlé aussi dans ma première vidéo. Au Japon, au sein d'une maison d'édition, il existe un poste vital qui n'existe pas du tout en France. C'est celui de tanto. En France, on parle d'éditeur par abus de langage, mais aussi parce que les structures sont plus petites et que c'est souvent l'éditeur qui prend ce rôle. Ce n'est pas un rôle qui doit être pris à la légère. L'éditeur a son rôle à lui et apporte à ses auteurs sa vision en tant qu'éditeur. C'est-à-dire tout ce qui va concerner vraiment l'édition, la mise en page, la fabrication, toute l'expérience qu'il a dessus. Mais la plupart du temps en France, ils essayent de jouer au tanto. Mais comme ils ne s'y connaissent pas trop, sauf ceux expérimentés pour de la BD franco-belge, mais bon, ce n'est pas non plus du manga, ils deviennent moins crédibles et les artistes ont du mal à leur faire confiance à ce niveau-là. Ce qui est légitime, parce que est-ce qu'un éditeur en France a-t-il déjà étudié les mangas? La façon dont on doit faire les names, les storyboards. Pourquoi on doit le faire? Organiser des sondages pour les artistes? Est-ce qu'il s'est renseigné pour savoir ce qu'aiment les lecteurs? Il y a beaucoup de choses aussi à savoir à ce niveau-là. Même si on se dit que ça aurait un certain coût, au niveau business, on parlerait d'investissement pour que les coûts engagés pour publier un auteur français deviennent rentables et ramènent des bénéfices. C'est exactement pour cette raison que les diffuseurs prennent une grosse part sur le prix d'un manga. Parce qu'ils savent que sans eux, il est difficile de vendre de gros volumes. Donc, il faut faire redescendre le mangaka sur terre, qu'il ait un véritable accompagnement et qu'il comprenne qu'un tanto soit nécessaire pour faire le lien entre lui et les lecteurs. Parce que ce n'est pas pour vous-même que vous travaillez, c'est pour un public et l'éditeur. Je vous montrerai très bientôt comment un tanto peut être efficace dans la pratique. Le tanto, il aide l'artiste à se focaliser sur son travail et l'aide aussi à prendre du recul. Parmi tous les auteurs japonais que vous vénérez, la très grande majorité disent qu'ils sont devenus très populaires grâce à leur tanto. Bien sûr, rien n'empêche de tomber sur un mauvais tanto, moins compétent. Les Japonais appellent même ça du tanto gacha. Mais bon, il faut comprendre qu'il a tout intérêt à vous aider à vous développer. Ce qui veut aussi dire qu'il a aussi un rôle potentiel dans la com de l'auteur. Je regardais récemment une vidéo de la chaîne Pain sur la planche qui parle de manga français. Et il y avait des vidéos en 3 parties sur le suivi d'1 an d'un artiste français, Senshiro, qui raconte sa transition entre la fin de son premier manga qui ne s'est pas bien vendu et le travail sur son nouveau titre derrière. On y voit un peu de discussion entre auteur et éditeur, mais quelque chose qu'on ne voit pas, que je n'ai pas vraiment vu, je pense. Je ne sais pas si
ça s'est fait et que ça n'a pas été mentionné? Y a-t-il eu un débrief sur l'échec du premier manga? Se sont-ils demandé pourquoi ça n'avait pas marché? Mais à part dire que c'était un mauvais projet, qui reflète plus de la fuite, parce que je suis sûr qu'au moment où il bossait dessus, ou quand il avait fait son dossier d'édition, qu'il devait être sûr de lui. C'est comme Geronimo Sejudo, qui n'assume pas l'échec sur son premier manga, L'île Berry. Ces personnes oublient qu'ils étaient à fond dessus au moment où ils bossaient dessus. Sinon, quel intérêt d'aller envoyer un dossier d'édition sur un projet qu'on n'aime pas? Ça n'a pas de sens. Il faut assumer les échecs et les analyser. Ce n'est pas à coup de « maintenant j'ai une super idée » que ça peut marcher. Parce que c'était déjà censé être le cas avant. Cela dit, toujours en rapport avec cette vidéo qui suit l'artiste Senshiro, on le voit travailler sur son nouveau manga No Devil. Et on voit le staff de Kana à fond sur son projet. Et pourtant, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'était déjà comme ça pour son premier manga sur le long des 3 volumes? Alors qu'il vient de se planter avec son premier titre. Il a créé des persos originaux qui ont fait forte impression sur ses réseaux sociaux et il a combiné ça avec sa passion pour la musique. On voit aussi que ces nouvelles inspirations l'ont aidé à rajouter un côté plus esthétique, un peu plus sur ses persos féminins. Il a gagné en visibilité sur Internet et ça intéresse forcément l'éditeur. C'est censé être le travail de la maison d'édition. Ils mentionnent pourtant qu'ils ont un département marketing, quoi. Mais au final, ça va dépendre de la visibilité de l'artiste. Regardez, les mangas sortis par des youtubeurs, qui est Hi, du Rire Jaune, et Instinct d'Inoxtag, qui ont explosé les compteurs de vente, alors qu'ils sont sous un petit éditeur, les éditions Michel Lafon. Pour qu'un manga fonctionne, il faut d'une part un bon auteur, un éditeur et une très bonne com. Sans cette dernière, votre manga pourrait être excellent, mais s'il n'est pas visible, il ne se vendra pas bien. C'est quand même par contre la partie la plus compliquée. Il y a un côté où un artiste gagne en visibilité grâce à son manga publié, et ça peut l'aider à s'aligner sur les algorithmes. Je veux dire par là qu'il y a un gros facteur chance dans le sens où ces gens-là vous diront toujours « il faut être constant, toujours poster régulièrement, etc. » Mais ils ne se rendent pas compte du nombre incalculable de gens qui le font et qui n'en voient aucune couleur. Ça reste tout de même un conseil de base, parce que si vous ne postez pas, vous n'aurez aucune chance d'être visible. C'est un fait. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir la visibilité, engendrer de l'attente, de la hype, c'est ce qui transforme les followers en lecteurs. Mais pour le manga, ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir un bon concept et de la visibilité, mais pour que les gens achètent la suite, il faut savoir écrire un bon manga. Pas savoir créer une bonne histoire avec un bon concept, mais savoir comment la raconter comme il faut. Cet artiste, Senshiro, a le mérite d'avoir pu allier ses passions sur No Devil. J'imagine et je souhaite pour lui que ce travail sera récompensé sur ses ventes. En vrai, la couverture de son premier tome, j'en suis pas vraiment fan. Même quand on regarde le début du manga en aperçu. Le premier chapitre sur Manga Creator Plus, je peux même pas le regarder parce qu'au Japon, c'est on n'y a pas accès. Enfin bon, ça ne donne aucune idée sur le concept de l'histoire, sur tout ce qu'on a d'accessible. Mais c'est plus ce reportage qui me rend curieux de le lire, d'y avoir vu une réelle implication personnelle. Je veux dire, un reportage qui reste assez niche, que je suis allé chercher. Ça reste au final assez random, j'aurais pu juste passer à côté. Par contre, dans le même registre, Midnight Serenade m'intéresse bien plus avec une très belle couverture. C'est assez marrant parce que ces 2 titres ont quelques similarités, mais sortent dans 2 pays différents à la même période. Ça traite sur la musique, il y a un surnaturel et des cornes sur un bandeau. Soit l'un s'est inspiré de l'autre, soit on part sur des références similaires. Je pense un peu avec les animés du moment, ceux de Rock Band, comme Bocchi the Rock, Chainsaw Man pour les cornes, etc. C'est juste un avis très personnel, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec des styles qui tirent vers l'hybride français. Je sais pas vous, ce que vous en pensez. Si vous pouvez me dire, c'est quelque chose qui vous dérange ou pas. Moi, je préfère vraiment, enfin, c'est très stéréotypé, mais un style bien japonais. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le manga, qu'il soit fait par un auteur français, japonais, qu'importe. Ou sinon, un style hybride qui soit plus esthétique. Mais ça, enfin, je pense pas en avoir vu que j'aime bien.
en tout cas. Vous prenez n'importe quel manga japonais best-seller, ils ont concept, bon style graphique qui correspond à leur histoire, leur scénario, de bons personnages. Mais pourquoi bossent-ils avec un tanto? D'innombrables mangaka connus ont déjà dit en interview ou via des posts qu'ils sont devenus populaires en collaborant avec des tantos. Shihei Lin, le tanto de Tatsuya Endo, qui fait Spy Family, de Tatsuki Fujimoto, Chainsaw Man, et de Dan Dadan, par exemple. Bon, juste une petite parenthèse, ce tanto est parti de la plateforme Shonen Manga Plus, et pour se lancer en indépendant. À un niveau historique, j'en parlais sur ma première vidéo de Kazuhiko Torishima, le fameux tanto d'Akira Toriyama. On parle quand même du mec qui l'a forcé à créer un protagonisme féminin pour Dr. Slump, en se disant que ça serait plus vendeur. Et je pense qu'Arale, il joue beaucoup dans le succès de ce manga, alors que Toriyama disait lui-même qu'il n'aimait pas dessiner les filles. Et Ichiro Oda aussi. Il y a le témoignage d'un de ses anciens tantos qui raconte qu'Oda forçait chaque tanto qu'il a eu, même inexpérimenté, de sortir des critiques sur ses names. Il exigeait cependant que les tantos ne lui suggèrent pas d'idées. Il a gardé juste le côté des critiques. Bon, lui, il est assez connu et a fait ses preuves dans ce qu'il fait vraiment tout seul. Donc il pense pas avoir besoin d'aide d'un tanto. Par contre, il a besoin quand même des critiques, du recul que peut apporter un tanto. Même quelqu'un d'aussi connu que lui va toujours chercher des critiques. Il y a eu aussi Hajime Isayama, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Gege Akutami, de Jujutsu Kaisen, Takehiko Inoue, qui fait Slam Dunk et Vagabond, Hideaki Sorachi, Gintama, Kohei Horikoshi, My Hero Academia, Masashi Kishimoto, Naruto, Hiromu Arakawa, Fullmetal Alchemist, Yusuke Murata, One Punch Man, Rumiko Takahashi, qui fait Ranma, Inuyasha, etc. Donc ça fait quand même un sacré paquet, et je pense qu'on cite juste des grands noms là, et on ne parle même pas de tous ceux qui sont en bas. En France, un artiste qui est bon graphiquement arrive à rester sur le marché, à trouver d'autres contrats. Parce que il n'y a pas tant d'artistes que ça qui veulent se lancer dans le manga et qui ont un niveau suffisant. On n'apprend pas de nos erreurs, on essaye de chercher d'autres idées. Certains auront de la chance de pouvoir rebondir sur le projet de leur vie, quand d'autres répéteront les mêmes erreurs. Alors, la prépublication. J'en ai beaucoup parlé. Au Japon, ça fonctionne avec les magazines de prépublication, comme le fameux Weekly Shonen Jump. Mes prochaines vidéos seront sur le sujet de l'aspect du métier de mangaka au Japon, sur leur système de rémunération, et tout ce qui va avec la vie professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Je continuerai à vous faire des vidéos instructives qui vous aideront dans votre parcours pour devenir mangaka. Donc n'hésitez pas. La prépublication et la France, c'est compliqué parce qu'il y a déjà eu des essais. On commence avec Caméra, 94 jusqu'à 98. Ça a duré 4 ans, c'était du bimestriel, tous les 2 mois, et il y a eu 32 numéros. Pour du manga japonais, c'était plutôt du seinen. Il y avait Crying Freeman, Appleseed, Riot, Pineapple Army, Sanctuary, etc. C'était vraiment un autre registre. Ensuite, il y a eu Manga Player. Ça, c'est assez intéressant. Écoutez, c'est sorti en 95 jusqu'en 99, que 4 ans aussi. C'était un complément du magazine Player One qui était très populaire. Donc un magazine de jeux vidéo pour ceux qui étaient là à l'époque. C'était donc un mensuel de 150 pages pour du manga japonais. Il y avait Season Eyes, Am I Goddess, You're Under Arrest, etc. Je me demande même s'il n'y avait pas GTO aussi. La société a déposé le bilan en 2000 et la partie manga a été reprise sous le nom de Pika Edition. La faillite venait surtout du magazine Player One, mais pas de la prépublication de manga. On peut compter aussi sur Coyote Mag, qui publiait Sentai School. Ensuite, il y avait Shonen Collection, donc de 2003 à 2005, pour du manga japonais aussi, comme Get Backers, Tsubasa Reservoir Chronicles, Air Gear, mais c'est là qu'ont commencé les titres français 10 par Monkey et Dreamland par Renaud Lemaire. Ce magazine se faisait en collaboration avec l'éditeur japonais Kodansha, mais s'est arrêté pour non-rentabilité. Une petite parenthèse aussi, à l'époque du Club Dorothée,
ils avaient proposé une prépublication du manga de Dragon Ball. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Moi, je me souviens en avoir acheté vraiment pas mal. Alors, c'était vraiment de la prépublication, parce que c'était vraiment avant la sortie des tomes reliés. On trouvait des demi-tomes dans les kiosques, à demi-prix. C'était vraiment pas cher. Vous les achetez tous, mais on va dire que le souci, c'est que quand on avait ces petits tomes-là, on n'achetait plus les tomes reliés qui sortaient. Mais bon, il fallait pas les louper, parce que c'était des sorties uniques. Donc, je ne sais plus quelle fréquence c'était, si c'était pas tous les mois, quelque chose comme ça. Et si vous loupiez un numéro, c'était impossible de le retrouver, quoi. Alors, continuons. Manga Hit en 2004 par Kana. Il y a eu que 3 numéros. Ils y prépubliaient Yu-Gi-Oh!, Naruto et Shaman King. Timothée Guédon, l'éditeur qu'on peut apercevoir dans la vidéo de Pain sur la planche, dont je vous parlais tout à l'heure, il racontait que le système d'approbation pour publier chaque chapitre était vraiment très long. Donc ils ont décidé d'arrêter. J'imagine qu'ils n'avaient pas le même partenariat qu'avec Pika, avec la Kodansha. Là, c'était des titres du Weekly Shonen Jump. Ensuite, Shogun Mag. En 2006 et 2007, par les Humanoïdes Associés, il y a eu 7 numéros. Là, c'était le premier magazine de prépublication consacré aux mangas originaux. Je dis originaux, et pas français, parce qu'il y avait des Espagnols, même japonais, avec les Français. Certains artistes, encore publiés aujourd'hui, ont commencé leur carrière à ce moment-là. L'auteur Shonen, qui publiait à l'époque BB Project et Omega Complex. Et aujourd'hui, chez Kiun, avec Outlaw Player. Ça n'a pas marché parce que très mal géré par un éditeur qui passait son temps sur les stands de jeux vidéo en convention au lieu de s'occuper de vendre ses titres. Enfin, il était quand même quelquefois sur son stand, hein, mais je connais des artistes qui ont été publiés dans ce magazine, ils étaient payés au lance-pierre et on leur demandait souvent de recommencer leur chapitre au moment où ils étaient terminés, sans être payés plus. Il me semblait que c'était quelque chose du genre de 1200 € le chapitre, quelque chose comme ça. Vous mettiez 1 mois pour faire votre chapitre, s'il était pas bon, on vous le disait après, refais-le. Bon, c'était pas cool. Akiba Manga. Alors, c'était en 2010 et jusqu'à 2011 par Ankama, aussi pour du manga original. C'était très particulier parce que l'éditeur imposait des scénaristes français pour des artistes japonais. Je connais assez bien la personne japonaise qui s'occupait de gérer les artistes japonais et qui faisait l'interprète pour ce projet pour Ankama. Il a été arrêté après 7 numéros avec un message « Les temps sont durs pour la presse en général ». Et malheureusement, Akiba Manga n'est pas épargné. Alors, en partie, oui, parce qu'avec Internet, c'était dur pour les magazines papier de survivre. Le manga reste à part. C'est pour ça que je dis en partie. Donc cette japonaise qui faisait l'interprète me racontait que les artistes japonais se sont confrontés à l'ego et l'orgueil des scénaristes français et que c'était très compliqué pour les artistes japonais de bosser avec eux. Je pense que c'était plus cette raison-là qui a fait que la qualité était pas au rendez-vous et que ça s'est pas très bien vendu. Donc voilà, un passif bien lourd. On retient que les magazines de prépublication pour des titres japonais, c'était compliqué à cause de la gestion des droits, mais qu'il n'y a pas eu de réelle expérience avec le manga français. En ce moment, il y a Manga Isho, mais je vous en parle dans quelques minutes. Du côté international, ça se passe comment? Aux US, il y avait Tokyopop, qui prépubliait des mangas originaux, mais seulement en ligne, puis publiés en tomes reliés. Ça a duré quelques années avant de fermer. Ils avaient vraiment un gros site, vraiment une très grosse communauté dedans. Il y avait vraiment beaucoup de flux. Aujourd'hui, aux US, ils ont les éditeurs japonais qui sont implémentés là-bas. Ils ont par exemple leur Shonen Jump traduit et adapté au public américain. Et ils ont moins de problèmes de droits à gérer, comme ils les détiennent à la base. Et en Espagne, il y a un magazine de prépublication, Planeta Manga, qui existe depuis 2019, je crois. Il est trimestriel, tous les 3 mois. Je vous parlais plutôt du manga Midnight Serenade, qui était justement prépublié dessus en 2025, avant de sortir son tome relié en 2026. Ça leur permet de payer les artistes à la planche, en plus des royalties. Bon, beaucoup moins qu'au Japon, bien sûr, hein,
mais c'est quand même du bonus de rémunération pour les artistes. Leur magazine semble assez bien marcher, à un tel point que cet éditeur a eu l'idée de fonder Manga Isho, en partenariat avec les grands éditeurs en Espagne, France, Italie et Allemagne. Donc pour l'instant, Manga Isho, ils en sont à 5-6 tomes. Comme on avait vu précédemment, les magazines de prépublication pour du manga français n'ont pas duré très longtemps. En général, c'est 7 tomes. Mais même pour du manga japonais, ça a duré quand même sur du 4 ans. Donc là, il est encore un peu tôt pour savoir si ça va tenir ou pas. Donc c'est plus ou moins une bonne initiative. On verra la suite. Donc voilà, je voulais déjà poser tout ça avant qu'on discute de cette solution de prépublication. Les problématiques posées par les éditeurs français, c'est par exemple, ils ne savent pas faire de magazines de mauvaise qualité pour aller vers un prix très bas comme au Japon. Il y a le désir de faire un beau magazine. Alors, ils ont peur que les lecteurs achètent juste les magazines et n'achètent pas les tomes reliés pour éviter le doublon. C'est pour ça que si vous avez déjà vu à quoi ressemble un magazine Weekly Shonen Jump, c'est vraiment du mauvais papier journal. C'est vraiment d'assez mauvaise qualité avec des pages en couleur. Enfin, quand je dis en couleur, c'est les couleurs des pages. C'est-à-dire vous avez tout un chapitre avec des pages en rose, d'autres en jaune. Donc c'est quelque chose. C'est pas un bon magazine qu'on a envie de garder. Bon, sauf que maintenant on va commencer à partir sur avec l'influenceur américain. Je cite pas son nom volontairement, qui avait lancé toute l'histoire de spéculation sur les cartes Pokémon et là qui veut faire pareil avec les magazines avec les Weekly Shonen Jump, en rachetant le plus possible de numéros rares pour les revendre très cher. Conséquence de ça aussi, c'est que ça en fait un magazine moins rentable. Je parle pour magazine de prépublication français s'il n'arrive pas à en faire de mauvaise qualité d'impression. Parce que c'est plus cher à la production, ça réduit aussi la part pour les artistes. Le fait qu'il y ait de nombreux cadavres d'essais de magazines, ça dissuade aussi direct. Je dirais qu'il faut déjà voir si Manga Isho arrive à tenir ou non. Je n'ai aucune idée de chiffre de vente de ce magazine. Après, est-ce un bon signe ou pas quand on n'a pas de chiffres? En tout cas, ça reste une bonne initiative qui vient d'Espagne. C'est tombé sur les bras des éditeurs français. Bon, tant mieux, hein. Bon, ils en profitent, alors pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai juste l'impression qu'ils ne publient que des auteurs qui sont déjà publiés. Ça fait plus un magazine promotionnel à ce niveau-là. Je me demande comment ça fonctionne pour la rémunération, tiens. Comme ça part sur du one-shot et pas sur une base de contrat avec avance sur droit d'auteur. Enfin, quand je dis one-shot, il y a quelques séries dedans quand même. Mais comme c'est soumis à des votes, je sais pas comment ça marche. Je n'ai pas trop vu d'infos, mais est-ce qu'il y a un objectif de publication en tome relié derrière? J'ai vu qu'il y a un système de vote en ligne, et est-ce que ce n'est pas un système qui peut être contourné si la popularité d'un artiste peut lui apporter plus de votes? Je sais que ça fait un peu bizarre de poser cette question, avec le système de vote aussi au Japon. Mais là, ça brasse tellement d'artistes et de concours que c'est pas grave. Là, on a beaucoup moins d'artistes en Europe. C'est différent. Dans tous les cas, je reste toujours pour cette idée de prépublication. Mais j'ai encore un doute sur le but réel de ce magazine. Par exemple, pourquoi n'ont-ils pas prépublié No Devil dans ce magazine? Ont-ils toujours peur que ça fasse moins vendre les tomes reliés? On va parler des éditeurs vis-à-vis du public. Alors aussi un gros problème qu'on a, c'est la confiance. Dans ce milieu, c'est plutôt il faut un manga comme ça. Il faut toucher les jeunes pour que les ventes explosent. Il faut du shonen, etc. On finit avec beaucoup de mangas français qui vont vers le shonen, justement. On se fait avoir par l'aspect marketing du Weekly Shonen Jump, alors qu'on sait tous très bien qu'il y a de nombreux mangas qu'on aime bien et qui ne sont pas pour ce public cible. On ne construit pas sa fanbase, son lectorat. On essaie de lui imposer ce qu'on veut. C'est pourtant les lecteurs qui achètent. Ils doivent décider, sachant qu'ils sont noyés dans la quantité massive de mangas japonais qui sortent tous les mois en France. Le manga français peut tirer avantage de ça. Déjà parce que c'est français et exclusif. Mais beaucoup de lecteurs gardent de mauvais souvenirs de titres précédents ou de titres annulés. On ne fait rien pour améliorer cette image. Je vous rappelle une citation que j'avais sortie dans ma deuxième vidéo sur le sujet de l'isekai par Shinko Shoto.
l'un des auteurs light novel best-seller. Ne cherchez pas à imposer votre ego au lecteur avant d'avoir compris ce qu'il attend. Au début, on croyait qu'il fallait faire du manhwa, du franga, du global manga, en se distinguant par un style hybride franco-japonais. On voulait imposer ça aux lecteurs, qui sont habitués au manga japonais. On ne s'est pas demandé si ça allait plaire ou non. On a juste essayé de l'imposer. Il y avait certes des gens qui ne voulaient pas acheter parce que c'était fait par des Français, mais je ne pense pas que c'était majoritaire parmi le public potentiel. Et il y avait quand même des mangas français qui se vendaient à plus de 50 000 exemplaires déjà. Et aujourd'hui, avec les mangas des youtubeurs, à plus de 350 000 exemplaires. Quand on veut monter un business, on apprend que pour faire un business model, on doit se baser sur des chiffres, des études, des sondages, un minimum de concret, quoi. Avec les éditeurs français, on a l'impression que c'est juste du jugement arbitraire. Quel intérêt pour un éditeur de manga de publier des auteurs français si on dit qu'ils reviennent plus cher que du manga japonais et que ça engendre de gros risques, que ça se vend plus difficilement? L'avantage, par rapport aux licences japonaises, c'est qu'on n'est pas limité par des procédures avec des ayants droit. L'éditeur demande directement à l'auteur. Investir sur du manga français et faire en sorte que ça marche, c'est ouvrir la rentabilité via d'autres médias aussi. Comme je le mentionnais plus tôt, vendre des produits dérivés, des spin-offs, faire des jeux, des animés, etc. Donc il faut commencer à se pencher sérieusement sur la question comment on peut faire pour changer ça. Il faut commencer à s'intéresser à ce qu'aime le public. Pour de vrai, pas juste des suppositions sans fondement. Je trouve qu'on force trop sur le shonen par exemple. Après oui, les sondages c'est la base. Sauf que les éditeurs n'ont pas confiance en ça. Comme j'ai déjà entendu, des gens qui réclament une licence de manga japonais n'achètent pas forcément derrière. En fait, je répondrai à cette question-là sur le prochain point. Le contrat d'édition et le dossier d'édition. Oui, alors là, selon moi, il faut vraiment tout changer. 20 ans qu'on utilise cette méthode et on voit qu'elle a fait ses preuves. Dans ma première vidéo, je vous avais parlé d'améliorer les dossiers d'édition, mais selon votre champ d'action, c'est-à-dire selon ce qui est en place et ce que vous pouvez apporter de plus. Là, on va parler de propositions de changement plus radicales. Au Japon, ils sont sur un système de concours très fréquent, quasi obligatoire pour se faire éditer. Je sais, on peut pas faire ça en France. Mais vous savez, quand on regarde l'histoire des magazines de prépublication de manga au Japon, quand ils ont fait leur apparition dans la deuxième partie des années 60, il n'y avait que peu de concours. Juste Kodansha, les premiers avec un concours 2 fois par an. Ils ont fait développer le niveau des artistes au point qu'il y en ait un nombre impressionnant au Japon. Donc, moi je pense qu'on ne devrait pas s'embêter à faire un dossier pour la première étape. Ça prend beaucoup de temps à préparer ça prend beaucoup de temps à préparer parce que ça nécessite d'anticiper le projet sur du long terme pour un résultat qui n'aboutira pas pour 98% des gens. Un one-shot de 20-30 pages max, pas de thème, juste une ligne éditoriale. On verrait que l'exercice n'aura rien à voir, surtout comparé à la préparation d'un dossier d'édition. Ça pourrait prendre même moins de temps. Limiter 20-30 pages, c'est très bien, parce que ça va forcer les artistes à réfléchir sur l'optimisation de la narration. Ça va vous apprendre à devenir plus efficace. Et ça évitera éventuellement que les auteurs partent sur l'idée de faire des mangas de plus de 200 pages sous prétexte qu'ils ont beaucoup à raconter. Ce n'est pas la quantité qui fera vendre. Particulièrement pour le manga français, on s'attendra à de la qualité plutôt. C'est de cette façon que vous augmenterez la fréquence de sortie de chaque tome. Les éditeurs ne se rendent pas compte qu'il faut absolument demander des one-shots. Il ne faut pas avoir peur de rembarrer des gens qui font ça. Parce que dans la démarche, ils acquériront quoi qu'il arrive de l'expérience. L'expérience de la pratique du manga, c'est bon pour l'auteur, mais aussi pour les éditeurs. C'est la raison pour laquelle au Japon, il est facile de trouver des ressources pour progresser. Déjà, on trouve vraiment beaucoup de bouquins, de tutos, que ce soit pour du manga, du tradi, sur ordi, Clipsio Paint, tout ça, ou de pouvoir rencontrer des tantos pour recevoir des conseils très pertinents. Après qu'un éditeur ait pris sa décision, on ne va pas faire signer un contrat tout de suite avec l'artiste. Là, ça va demander plus de travail, mais il faudrait une plateforme sur laquelle les éditeurs pourraient proposer des one-shots au public pour tester leur viabilité avec des commentaires pour avoir des critiques. Vous vous souvenez de ma vidéo sur l'isekai, la plateforme japonaise de light novel, Shotetsuka ni Naro, et ce que c'est devenu. Les stats dessus deviennent un gage de qualité. Il y a des plateformes comme Manga Draft, par exemple,
pour partir sur une structure déjà existante avec une fanbase déjà présente, ce serait intéressant qu'ils y créent une section genre labo one-shot, quelque chose comme ça, qui regrouperait les one-shots proposés par tous les éditeurs. Imaginez un post en highlight, par exemple, Glénat vous propose ce one-shot pour avoir votre avis. On récolte ensuite les notations et critiques. Il y aura forcément toujours des critiques. C'est là où il faudra être lucide et réussir à se mettre dans la place des lecteurs. Essayer de comprendre leur point de vue. Je disais à la fin du point précédent, concernant les sondages, là ce serait une parfaite opportunité. Donc, si le one-shot reçoit trop de critiques négatives, il faudra que l'auteur en propose un nouveau, en tenant compte de celle-ci. Cette méthode, avec les one-shots, ça évite à l'éditeur et à l'auteur de s'engager sur 3 tomes pour un manga qui ne va pas bien se vendre. Le temps que vous aurez perdu ne sera que d'un one-shot et non 3 tomes. Une fois le one-shot validé par les lecteurs, on pourra passer à l'étape suivante, le dossier d'édition constitué du pitch, de l'accroche, le synopsis avec une vue d'ensemble du projet, fiche de personnages, pas besoin que ce soit trop propre, les concept art suffiront. Dans l'idéal, travailler ce dossier avec un tanto. Et c'est seulement maintenant qu'on va s'occuper du contrat d'édition. L'étape du one-shot servant d'étude de marché, ça me permettra à l'éditeur de mieux préparer le terrain pour un contrat d'édition pertinent. L'auteur comprendra ainsi mieux les choix pour le contrat. Maintenant, on va parler de la formation, suivi des artistes et le milieu indépendant. Là aussi, il faut que ça change. Avant, c'était juste trop arbitraire et pas encourageant pour les jeunes artistes de faire des efforts pour progresser. Que je parle bien par rapport au dossier d'édition et tout ça, les démarches. Embaucher un tanto qui s'occupe du suivi des artistes, c'est investir sur du long terme. Même si les artistes formés ne finissent pas chez cet éditeur-là, ça contribuera, quoi qu'il arrive, à une amélioration du milieu du manga français. Il faudra, je sais pas, des rangs pour séparer ceux qui ont un niveau suffisant pour être suivis par un tanto et ceux qui auront encore besoin de s'améliorer. Poster régulièrement des tips pour aider les jeunes artistes. Ça, c'est ce qui se fait beaucoup au Japon aussi. Lorsque vous avez une infrastructure qui encourage les jeunes artistes à s'améliorer, vous allez contribuer fortement à l'élévation du niveau général dans le pays. Plus ils auront les armes, plus vite ils pourront devenir bons. À l'heure actuelle, on est largement plus dans l'inverse. On protège sa place, on crache sur les autres, il y a du drama dans tous les sens. Vous savez, il y a des artistes publiés qui se moquent des autres artistes dans des groupes privés. On en est quand même là. On vit dans un rêve, mais aussi dans la frustration de la réalité. Hors question d'aider les autres artistes. C'est la réalité actuelle. Je parlais au tout début de mon expérience aux US. J'ai participé à d'assez grosses conventions là-bas. Le niveau des artistes est vraiment incroyable. Dans les communautés des artistes américains, il y a très peu de drama. Ça arrive parfois, mais généralement, chacun s'occupe de son propre business. Le résultat, l'artiste allait, dans les conventions animées aux US, c'est un espace mis en avant, contrairement au fanzina en France. On voit chaque année des articles qui décrivent en détail la convention de Japan Expo, mais ça ne parle jamais des fanzines. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, ça prend beaucoup de place dans les halls, mais niveau intérêt public, c'est le trou noir. Je vais vous donner quelques chiffres intéressants pour que vous vous rendiez compte de la chose. En France, on va prendre la plus grosse convention, Japan Expo, qui regroupe le plus grand nombre d'artistes. Tous les artistes n'y vont pas, on est bien d'accord. Mais ça donne un ordre d'idée. Entre les stands amateurs, jeunes artistes et pros, on doit être entre 200 et 300 artistes. Aux US, l'équivalent c'est Anime Expo. Même contexte dans lequel tous les artistes ne peuvent pas y être présents. C'est très sélectif et les places des stands partent extrêmement vite. En 2 heures à peine. On est dans les 900 à 1000 artistes. Japon, avec le Comic Market, on est à plus de 25 000 artistes. Avant le Covid, 45 000 artistes quand même. Le constat, c'est aussi que plus il y a d'artistes talentueux, plus le public est réceptif et grand. La fanbase s'adapte à la croissance du nombre d'artistes. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous parle du point de départ d'une carrière de mangaka en France. L'importance de l'impact sur ce que nos communautés d'artistes dégagent auprès du public. Une vidéo est déjà prévue pour tout ce qui est artistes indépendants, autopublication, conseils et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je rappelle que cette vidéo n'a pas pour but de dire que le manga français c'est nul. Qu'il y a des constats à faire sur la situation actuelle et je pense que je suis loin d'être le seul à le prendre. Il y a des problèmes dans ce milieu,
et il y a des idées et des solutions. On a de bons artistes, mais on fait juste n'importe quoi sans se renseigner un minimum. Pour tous ceux qui ont touché ce rêve du doigt de devenir mangaka, qui ont eu leur publication et qui aujourd'hui ne dessinent plus à cause de cette mauvaise expérience. Est-ce que ça vaut le coup, vraiment, que tout reste tel quel et qu'on continue à accuser le public qu'on ne comprend pas? Pensez-vous pas qu'il est temps de prendre du recul et d'arrêter de répéter des erreurs très coûteuses? Si jamais des haters regardent cette vidéo, je pense sincèrement qu'il y a moyen que ça change. Pour qu'on arrive un jour à mieux former les artistes, qu'on crée de l'engouement pour ce métier et que le cadre éditorial soit mieux adapté pour sortir de bons mangas français, au lieu de compter sur la chance de tomber sur la perle rare. Je m'appelle Reinhard. Je suis un artiste pro qui vit au Japon depuis maintenant 10 ans. J'ai de l'expérience en tant qu'artiste mangaka, illustrateur et aussi en tant qu'entrepreneur avec ma société au Japon. Je connais relativement bien les ficelles du métier en France et au Japon et j'ai suivi la scène du manga français depuis ses débuts. Abonnez-vous à ma chaîne Reinhard Manga Sensei, activez les notifications et n'hésitez pas à commenter pour me donner de la visibilité sur cette plateforme. Je pensais mettre mes vidéos au format audio podcast aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me conseillerez quelle plateforme? Je vais aussi commencer prochainement à faire des lives sur Twitch pour vous montrer comment créer des projets en partant de zéro, en totale improvisation. Donc comme j'avais fait un sujet sur l'isekai, l'exercice ça va être de créer une œuvre isekai. Je vais aussi aider un artiste manga français à améliorer son projet et dossier d'édition. On va faire ça en live stream sur Twitch, puis retransmettre ça sur cette chaîne YouTube. Je prendrai le rôle d'un tanto pour que vous puissiez voir que ce n'est pas un métier à prendre à la légère. Je continuerai de poster des vidéos du même genre que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, sur des sujets pour vous améliorer dans le manga. Et je vous parlerai de mes propres projets, peut-être plus dans le format short. La prochaine vidéo portera sur la vie de mangaka pro au Japon, comment ils sont rémunérés là-bas, les concours, leur rythme de travail aussi, suivi d'une vidéo sur des conseils pour les artistes indépendants en France et aussi une vidéo pour les indépendants au Japon. Je verrai, ça se trouve, tout tiendra sur une même vidéo. Enfin bon, voilà. La vidéo est terminée et moi je vous dis à plus.